Gorée était subversif par rapport à Nairobi. Gorée. À Gorée, il y a eu un module sur comment paralyser Kinshasa, amener Kinshasa à l'insurrection. Tout ce que M. Moukébaï a dit ici, c'est des fausses déclarations. Et je lui pose la question claire. Il est un homme non violent. Pourquoi, quand il s'est rendu compte que la réunion était subversive, ne s'est-il pas retiré pour respecter ses convictions? À Gorée, il y a eu un module sur comment paralyser Kinshasa, amener Kinshasa à l'insurrection. Qui a été présenté par... Oui, je l'ai dit. Vous étiez là. J'étais là, témoin. Martin Fayulu était là. Mais c'était un module qui a été présenté par Wondo. Félix Jean-Jacques, il était là aussi. Il était là. Et je sais que les services de renseignement, à l'époque, étaient au courant qu'il y avait eu ces modules. Ces modules étaient si sensibles. Il nous a été recommandé de ne pas garder ces modules-là dans nos bagages. Nous l'avons laissé à Gorée. Ici, il ne s'agit pas du module donné par M. Jean-Jacques Kondo. C'était l'ensemble des modules. On ne voulait pas qu'au retour du Congo, qu'on trouve un document quelconque qui accréditerait la thèse de l'ANR. D'abord, nous étions là-bas parce qu'il n'avait aucune preuve à part les quelques photos. Il y avait des photos qui avaient fuité. Oui, des quelques photos qui étaient là-bas. Donc, la majorité des participants étaient dans la non-violence. Mike, c'est assumé. Il dit, vous avez appris comment déstabiliser Kinshasa. J'ai même exagéré dans une question en lui demandant, vous aviez appris à mettre Kinshasa à feu et à sang. Non, c'est pas dans ce sens. Oui. Comment déstabiliser la stratégie du gouvernement qui tendait à renvoyer les élections pour permettre au président Kabila de rester en place et en même temps changer la constitution. Pour résister, il fallait une stratégie. Mais c'était une stratégie non violente. Et la suite les démontre parce que, après, quand nous sommes rentrés à Kinshasa, les quelques manifestations que nous avons organisées, on n'a jamais utilisé la violence. On n'a jamais utilisé de cocktails Molotov. Mais pourquoi, mais il aurait pourquoi pu... il vous a été conseillé de ne pas amener avec vous ces modules dans vos valises, dans vos bagages? Moi, je te parle de ce que j'ai vécu. Il y a eu un module présenté par Jean-Jacques Wondo qui était subversif. Okay? Et les services de renseignement, à l'époque, étaient au courant que ces modules-là avaient été développés, présentés aux participants à l'atelier de Gorée, au Sénégal. Nous sommes rentrés tranquilles ici. Et d'ailleurs, nous avons même reçu l'insigne honneur, le privilège d'organiser une conférence de restitution à Fatima à côté. Kanyama Kassese, là où hier ne résonnait que le silence de la brousse et le cri des herbes hautes, s'élève aujourd'hui Mandala City. Une cité moderne qui sort des terres à main nue, à sueur d'homme et à volonté politique affirmée. Un projet audacieux, structuré, ambitieux. Il prévoit des villas bien équipées, une salle de conférences, une piscine, un terrain de tennis, une salle de sport et même un bureau présidentiel y est en chantier. Son bureau est grand. Ce sera le bureau du président. Bureau de travail. En tant que campagnard, quand il vit en campagne, même s'il est en campagne, n'oubliez pas que c'est le commandant suprême. Hein? Ah, oui. Ça, c'est la salle du conseil. Ah, le conseil des ministres. Toutes sortes de réunions. Ce sera vaste. Très vaste. Et ça sera très beau, je vous jure. Ça sera très beau. Parce que demain, KCC ne sera pas qu'un centre agricole. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouika veut ériger ici un cœur décisionnel de l'État. Exigeant sur chaque détail, le commandant SL ne veut rien laisser au hasard. Il passe, repasse, observe et corrige. Kanyama Kassese devient de plus en plus attrayant. Nous avons de plus en plus de visiteurs de marque. Commençant par le président de la République, commandant suprême. Nous nous anticipons déjà, nous disons, si jamais il arrivait ici, il dit, bon, voilà, je vais tenir une réunion. On tient la réunion où? Dans une tente? Non. Ou dans nos vieux bâtiments? Non. On lui crée quand même les conditions. C'est lui, commandant suprême du service national. Il peut venir ici à tout moment. Il improvise une réunion, on veut quand même créer les bonnes conditions de travail du commandant suprême et des autres autorités. C'est 72 chambres. 72 chambres, piscine, terrain de tennis, terrain de basket. On va faire quand même une petite cité, salle de musculation, salle de sport. Quand ils viennent,
peuvent se remettre en forme. C'est en plein champ ici. En pleine brousse. En pleine brousse, oui. Pas de relâche, vite mais bien fait. À quelques pas, un hôpital ultramoderne est sorti des terres. Les équipements sont là, livrés et bientôt installés. 2 ambulances flambant neuves et une promesse des soins de qualité pour les bâtisseurs, leurs dépendants, ainsi que les riverains. Mais comme vous voyez cet hôpital, tous les équipements sont déjà commandés, sont en machine. Y compris l'ambulance qu'on a vue. Il n'y a qu'une seule ambulance, il y a une deuxième ambulance qui vient. Mais il n'y a pas que ça. Les lits, les matelas, la pharmacie, tout ce qui est pour un hôpital, tout est déjà commandé, tout est déjà disponible. Mais KCC, ce n'est pas que béton et tuiles. C'est aussi un souffle agricole et un espoir nourricier. En 2019, 4 vaches seulement, et aujourd'hui, plus de 6000 têtes. Un cheptel né du néant, porté par une vision, celle du président Félix Tshisekedi, refonder la nation à partir du travail, de la terre et de la discipline républicaine. Moi, lorsque j'arrive au service national avec 4 bêtes, en 2023 qu'on a commencé avec le premier, avec 100 bêtes. 100 bêtes ou 110 bêtes. 110. Maintenant là on est à 6000 et quelques parce qu'il y a des acquisitions aussi. C'est pas que ce sont reproduits, il y a des acquisitions. On est à plus de 6000. Et l'année prochaine, à la même période, on sera au-delà de 10 000. Avec sa piste d'atterrissage opérationnel, son aérogare moderne, ses infrastructures solides, Kanyama KCC a cessé d'être un simple champ retranché au beau milieu des riens. Parce qu'ici, chaque brique posée redéfinit l'avenir, chaque vache élevée restaure notre souveraineté, et chaque rêve construit sur cette terre efface un abandon. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsele.
Le parc de la vallée de l'Antillé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antillé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antillé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Metoko Maka Légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. La vérité n'a pas besoin de la lumière, mais elle s'y révèle. Petite citation de motivation ce matin. On a tous le droit de faire ou de commettre des erreurs. Mais ce dont on n'a pas, c'est le droit de persévérer ou de ne pas apprendre de nos erreurs. Cette question qui tenaille plus d'un esprit avisé. Que s'était-il passé en 2015 à l'île de Gorée au Sénégal? Il y a 48 heures, nous avions le député provincial honoraire Mike Moukebaye ici, qui a levé un bout de voile sur ce qui se serait passé là-bas. Une réunion qui a permis à ses participants, une réunion subversive qui a permis à ses participants d'apprendre des méthodes violentes pour faire face aux forces de défense et de sécurité. On écoutera un extrait de ce qu'avait dit Mike Moukebaye sur notre antenne. Dans cette réunion s'est trouvé notamment M. Jean-Claude Katende, président de l'ASADO, secrétaire général exécutif de l'ASADO et vice-président de la FIDH. Bienvenue d'abord sur notre antenne, on est content de vous recevoir. Monsieur Jean-Pierre Kayembe, je vous remercie. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous n'aviez pas digéré ce qu'a dit Mike Moukebaye sur notre antenne au sujet de ce que d'aucuns avaient présenté il y a 10 ans comme une messe noire, une réunion de conjuration contre la République. On va parler de tout ça, mais il y a d'abord quelques critiques qui viennent ici et là au sujet de votre rôle. Quand je dis votre rôle, pas vous personnellement. Le rôle des associations, des structures droits de l'homiste que vous jouez. Certains disent que vous aviez été très actif, ultra actif sous Kabila et très souvent contre lui. Et qu'il y a, avec Félix Tshisekedi, une certaine retenue dans vos dires, dans vos déclarations, et certains de vos collègues sont quasiment absents. D'autres se sont carrément reconvertis en politiciens. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations? Merci beaucoup à M. Jean-Pierre Kayembe. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir été prompt à me recevoir dans cette émission. Comme vous l'avez dit, il y a des choses qui ont été dites par M. Mike Moukebaye que je ne partage pas. Ouais. Parce que, en ce qui concerne la réunion de l'île de Gorée, j'étais une des pièces maîtresses. Vous étiez dans l'organisation, m'aviez-vous dit au téléphone? Et exactement, j'étais dans l'organisation parce que c'est une réunion pensée par les mouvements citoyens et la société civile. Les partis politiques y ont été associés.
Ça veut dire en d'autres termes que j'étais dans le rôle d'avant-plan avec d'autres compatriotes des mouvements citoyens. Que vous avez vu et fait des choses qui méritent d'être aujourd'hui. Et donc, j'en sais plus que M. Mike Moukebaï sur cette réunion. On a la chance de vous avoir. Exactement. Pour rétablir la vérité, comme on a dit ici, la vérité ne se cache, ne craint pas la lumière. Non, mais la vérité elle-même, elle assure sa propre protection. Parce qu'une vérité ne peut pas être manipulée. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, et pourquoi ne pas donner de la voix? Parce que l'opportunité m'est offerte. Et c'est pour ça que je suis venu. Alors, en rapport avec la première question que vous m'avez posée, je voudrais rappeler d'abord que peut-être beaucoup de gens ne me connaissent pas. J'ai commencé mon activisme pour les droits de l'homme sous les régimes du président Mobutu. Parce que j'entends souvent dire que toutes les organisations de droits de l'homme sont dirigées par les Balouba. Mais ces organisations n'existent pas du fait de la prise de pouvoir par M. Tshisekedi. Ce sont des organisations qui ont plus de 30 ans d'exercice. Et en plus, nous n'avons jamais interdit aux autres compatriotes d'autres provinces de créer des organisations de droits de l'homme. Parce que la loi le permet. Oui. C'est quand même une heureuse ou mauvaise coïncidence que les principales organisations de défense des droits de l'homme soient tenues par des ressortissants assaillants. On ne va pas tribaliser la question. Non, on ne peut pas tribaliser la question, mais il faut essayer d'éclairer les gens pour qu'ils comprennent. La création des associations en République démocratique du Congo est libre. Tout le monde peut le faire. Mais il se fait, heureusement ou malheureusement, qu'on se retrouve devant une situation que personne n'avait préparée. Et on n'interdit pas aujourd'hui, la porte elle est ouverte au ministère de la Justice pour que celui qui se sent capable de faire le droit de l'homme, d'aller faire, n'est-ce pas, accréditer son organisation. Alors, quand on dit que vous êtes tous dressés contre Kabila et face à Félix Tshisekedi, vous vous montrez un peu tendre. Non, mais j'en viens. J'en viens pour dire, je voulais faire cette mise au point pour dire que ce n'est pas le président Tshisekedi qui a créé nos organisations. Nos organisations datent de très longtemps. Et il faut dire, par exemple, pour ce qui concerne la ZADO, que le premier président de la ZADO, qui est l'actuel ministre d'État et ministre de la Justice et garde du Sceau, M. Guillaume Gueffa, n'est pas Emoulouba. Et moi, je suis le 5e président de la ZADO. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je suis le 5e président de la ZADO et il s'est fait malheureusement que mon mandat qui a commencé à la tête de la ZADO sous Kabila se poursuit sous M. Félix Tshisekedi. Juste une simple coïncidence. Maintenant, vous savez, nous avons, sous président Kabila, fait le travail comme nous avons toujours estimé qu'il faut le faire en âme et conscience. Vous étiez très actif, implacable. Non, mais notre ton par rapport au président Kabila est monté à partir de 2015 et est devenu très fort à partir de 2015. Pour la simple raison que pendant cette période, la répression avait atteint son niveau le plus élevé. En même temps, le président Kabila et certains de ses amis donnaient l'impression de s'engager sur la révision de la Constitution et il n'y avait aucune perspective pour, n'est-ce pas, l'organisation des élections en 2016. Et donc, nous avons compris que à partir de ce moment-là, le président Kabila et son gouvernement s'étaient engagés dans une confrontation contre la Constitution, mais aussi contre la volonté de la majorité des Congolais, qui allait dans le sens de dire que tout président de la République, qui qu'il soit, doit faire 2 mandats. À ce moment-là que vous avez décidé de durcir le ton. Exactement. Maintenant, on parle du président Tshisekedi. Moi, je voudrais bien que les gens mettent des faits sur la table. J'entends ces discours de dire
Non, mais depuis que le président Tshisekedi est là, vous ne faites pas votre travail comme à l'époque du président Kabila. J'aimerais que les gens me disent. Par exemple, pour ce qui est de l'Azado, votre dernier rapport sur la question des droits de l'homme remonte à quand? Notre dernier rapport remonte à 2019. Mais cela ne veut pas dire non plus que nous ne prenons pas des communiqués de presse par rapport à la situation du pays. Cela ne veut pas dire non plus que nous ne sommes pas actifs sur d'autres réseaux pour dénoncer les faits qui relèvent de la violation des droits de l'homme ou qui relèvent de la mauvaise gouvernance. C'est pour ça que je dis, j'aimerais que quelqu'un vienne ici, dans votre émission, dire « Maître Katende, sur tel point, vous n'êtes pas intervenu. Sur telle question, on a senti que la ZADO est silencieuse. » Voilà les faits qui nécessitent... Parfois, on lit vos tweets à vous comme responsable, mais on aurait bien voulu que ce soit la structure qui parle. Oui, mais il ne faut pas arriver au point où vous dissociez mon travail en tant que président national de la ZADO. Non, c'est en fait la ZADO qui parle par ma bouche en ce qui concerne les questions liées aux droits de l'homme. Et c'est important parce que, au-delà de la structure, les individus se forment une certaine personnalité qui leur permet de parler et d'être entendus. Vous avez demandé quelques faits, je vous en donne quelques-uns, comme quand les membres d'une secte sont tués à Goma. Aviez-vous réagi? Ici à Kinshasa, les opposants sont en exil. On va avec les premiers faits. Oui. Nous avons réagi. Nous avons organisé des émissions que ceux qui veulent peuvent suivre sur YouTube avec Télé 50 sur cette question-là. Et notre position était claire que les personnes qui ont été tuées à Goma, c'était un massacre. Un massacre pour lequel on avait condamné des menus frétins. Et que les personnes, les responsables, les intelligences qui ont poussé les autres à s'exécuter ont été écartées de la justice. Donc, je suis très à l'aise, quel que soit les faits que vous pouvez mettre à table, sur la table, je suis très à l'aise parce qu'il y a de la documentation. C'est ça l'avantage que j'ai. Bien. Ce n'est pas de parler en vain. Je demande à tous vos téléspectateurs qui vous suivent d'aller sur YouTube. Ils trouveront des communiqués et des émissions organisées par rapport à ça. Donc, je suis très à l'aise. Si vous sortez de l'ordinaire, Maître Jean-Claude Katende, on a vu certains de vos collègues s'afficher maintenant en politicien, en soutien du président. Peut-on dire que être défenseur des droits de l'homme était juste un rôle que vous aviez joué à une époque, ou qu'ils ont joué à une époque? Était-ce un tremplin? Était-ce une façon de faire la politique autrement? Parce que certains d'entre eux sont aujourd'hui, occupent des fonctions politiques bien identifiées. D'abord, il est difficile pour moi de parler au nom des autres. Parce que les autres dont vous parlez, vous ne les nommez pas. Donc, il est difficile pour moi... Ils se reconnaîtront. Oui, il sera difficile pour moi de vous dire qu'il s'agit de X ou de Y. Faire les droits de l'homme, c'est une question de conviction personnelle. C'est pour ça que nous disons que faire les droits de l'homme, c'est une vocation. C'est une vocation et les gens qui défendent des grandes causes sont souvent des gens qui meurent dans la misère. Et c'est pour ça que je dis que si vous voyez un militant des droits de l'homme qui s'est enrichi grâce au travail des droits de l'homme, c'est tout simplement un voleur. Parce que dans les droits de l'homme, il n'y a pas d'argent. C'est l'apostolat. C'est l'apostolat, exactement le mot que vous me prêtez. Donc, il n'y a pas d'argent là-bas. Moi, par exemple, je vis principalement de ma profession d'avocat. Pas de droits de l'homme, parce que si je vous dis combien d'argent on me paye à la ZADO, je ne peux même pas scolariser un de mes enfants. Mais j'aime. C'est pour ça que je tiens. Il ne faut pas que les gens pensent aussi que être à la société civile, c'est pour la vie. Chacun a ses ambitions, chacun a ses objectifs.
À un moment donné, quelqu'un de la société civile peut migrer en peut politique. aller en politique. Même si on dit que la société civile, c'est l'antichambre de la politique. Non, les problèmes, c'est que à la société civile, on a des idées pour permettre à ce que le peuple vive dans les conditions qui soient acceptables. Mais à un moment donné, on se pose la question, on se dit, bon, chaque fois nous demandons aux politiciens de faire ceci ou de faire cela. Pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas essayer? Mais fort malheureusement, tous ceux qui vont pour essayer deviennent pires. Ne font pas mieux. Deviennent pires que les politiciens eux-mêmes. Et c'est là qu'on se pose la question, est-ce que le travail que nous faisons, nous le faisons par conviction ou nous le faisons tout simplement pour qu'il nous serve de tremplin à aller en politique ou qu'il nous donne une certaine visibilité? Comment répondre à ceux qui disent, Maître Katende, que vous montrez indulgent avec le président Tshisekedi parce que c'est votre frère des régions? Il est clair que quand le président Tshisekedi s'est présenté aux élections, il n'a pas dit qu'il venait au nom de tous les Balouba. Non, c'est un Congolais qui s'est présenté aux élections. Il faut dire aussi qu'avec les seules voix des Balouba, le président Tshisekedi ne pouvait pas devenir président. Quelles que soient les contestations que nous avons autour des élections de 2018 comme 2023. Donc, moi, je considère, et vous savez, la plupart des gens qui me jettent des pierres, quand ils ont des problèmes, c'est vers moi qu'ils viennent. Vous voyez? C'est vers moi qu'ils viennent parce qu'ils savent que je suis capable de défendre tous les Congolais et je suis capable de défendre tous les partis politiques sans parti pris. Et c'est pour ça que je dis toujours, je ne cesserai pas d'être Moulouba. Ce n'est pas un choix que j'ai fait. C'est en fait une situation que j'ai subie. Oui. Et je ne peux pas aujourd'hui changer de tribu parce que on reproche au Balouba ceci et cela. Je rappelle ce que le président Mandela a dit au Burundi. Les bonnes personnes sont dans toutes les tribus, dans toutes les provinces. Il faut avoir seulement la patience pour les trouver. Mais si vous... On ne peut pas dire que tous les Balouba sont mauvais. Comme aussi, on ne peut pas dire que tous les Balouba sont bons. Si vous avez rencontré un Moulouba qui est mauvais, il ne faut pas prendre cette expérience réduite que vous avez, l'étendre à tout le monde. Moi, j'ai toujours basé mon combat sur les principes. Et ce sont les principes qui m'aident à avancer. Si vous êtes encore actif, mon travail. Maître Katende, ce n'est pas pour autant le cas pour certains de vos collègues qui se sont tus dans toutes les langues. Ils étaient pourtant ultra actifs en son temps. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est les constats que beaucoup de gens font. Mais je pense personnellement que le travail que nous faisons, c'est un travail d'intérêt public. C'est un travail qui doit venir au secours de tout le monde. Ouais. Mais s'il y a quelques-uns d'entre nous qui choisissent de se taire pour des intérêts matériels, financiers, politiques, tribaux, c'est une question à laquelle moi je ne peux pas répondre. Et c'est pour ça que j'estime qu'au lieu que les gens me jugent sur base de ma tribu, il faut qu'ils me jugent sur base de mon travail, de ce que je fais pour les gens, de ce que je fais pour la nation. L'Azado, l'organisation que je préside, a rendu des services énormes à cette nation. Est-ce que vous savez qu'une grande partie des informations contenues dans le rapport mapping que tout le monde brandit aujourd'hui viennent de l'Azado? Il faut le lire. C'est tout simplement parce qu'il y a eu des gens qui ont fait ce travail au sacrifice de leur vie afin de dire qu'un jour, il faut que la justice soit rendue et que les personnes qui doivent être mises en cause le soient sur base des preuves. Donc, vous voyez, ça veut dire que le travail que nous faisons, comme je le disais, c'est un travail d'intérêt public. Mais ici, nous sommes dans un contexte où les gens ne regardent pas votre travail, ils regardent votre tribu.
Moi, je n'ai pas choisi ma tribu. Merci. Et je n'en fais pas non plus un tremplin pour aller de l'avant. Non, j'ai des idées, j'ai un travail que je fais et c'est sur base de ce travail. À côté que de je ça, vais être il y a évalué. certains de vos admirateurs qui vous suivent particulièrement sur Twitter et surtout qui suivent vos opinions que vous relayez sur WhatsApp. Les opinions libres, c'est ça, c'est comment vous... Oui, page d'opinion libre. Le page d'opinion libre qui disent que lui, j'exagère dans ce qu'ils disent, c'est le seul Kassaïen qui a le courage de dire la vérité. Non, je ne suis pas le seul. Dans votre domaine, dans votre secteur. Oui, je ne suis pas le seul. Je pense qu'il y a d'autres collègues. Qui n'ont pas votre trempe, qui ne sont pas autant connus. Ouais. Comme Jonas Chombela. De la nouvelle société civile. Oui, de la nouvelle société civile qui fait des efforts dans la bonne direction. Je ne suis pas le seul, ni par ma tribu, encore moins pour le Congo. Il y a aussi des collègues d'autres provinces qui font ce travail. Et notre travail ne peut pas se limiter à la tribu. C'est en fait fausser la donne. Bien. Parce que si vous voulez travailler pour les droits de l'homme, c'est d'abord l'homme qui intéresse. Et quand vous regardez l'homme, vous ne le regardez pas par rapport à sa tribu, par rapport à sa province, par rapport à sa religion, par rapport à sa race, mais c'est tout simplement, est-ce que sa dignité est respectée? Est-ce que son humanité est respectée? Je vais vous faire rire. Vous savez que Monsieur Alamba était parmi les gens qui avaient traqué les militants de l'Azado, sérieusement. Mais quand il était en prison, nous sommes allés le voir. Il était surpris que ses victimes viennent vérifier quelles étaient ses conditions de détention. Il dit non, ça m'étonne. Avec tout ce que j'ai fait contre vous, que vous puissiez venir voir si je suis dans les bonnes ou dans les mauvaises conditions, ça m'a étonné. C'est ça, nous. Bien. Nous, les en anecdotes, tant que défenseurs des droits de l'homme. Il y en a les gens énormément. au sujet de ce que vous faites, des témoignages qu'on ne saura peut-être évoquer ici. En tout cas, vous faites exception. Merci. Avant d'entrer dans la thématique qui vous fait venir ici, aujourd'hui, question simple, les droits de l'homme sont-ils respectés? 6 ans après, le président Tshisekedi tient-il le cap ou nous avons reculé? Ma réponse est que la gestion du président Tshisekedi par rapport à la question spécifique des droits de l'homme, nous ne sommes pas très éloignés de ce qu'on a vécu avec Kabila. Ça veut dire en d'autres termes qu'au début de son mandat, de son premier mandat, le président Tshisekedi avait donné des signaux intéressants, mais qui n'ont pas été maintenus, qui n'ont pas été renforcés. Et aujourd'hui, vous apprenez qu'il y a des arrestations à coups de bras, à gauche, à droite. Et les gens, même pour s'exprimer, usaient de leur liberté d'expression. C'est devenu quelque chose de très compliqué. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont en détention pendant de longs moments sans avoir la possibilité, en fait, d'être traduits devant la justice. Vous allez vous rappeler des dossiers Bisselele. Oui. C'est un dossier sur lequel l'Azado avait pris position dès le départ pour dire qu'on avait affaire à un procès politique et que M. Bisselele n'avait rien fait. Les dossiers de M. Beya, la même chose. Et par la suite, la justice a fini par nous donner raison. Nous avons eu le courage de le faire malgré les charges qui étaient, n'est-ce pas, mises sur la tête de toutes ces personnes. Oui. Nous avons eu notre courage. Parce que moi, j'insiste sur des questions de principes. Quand les principes sont violés, la nation est en danger. Et quand la nation est en danger, ces dangers peuvent toucher tout le monde. Ceux qui sont au pouvoir, comme ceux qui ne sont pas au pouvoir. Quand vous parlez du dossier Bisselele, on parle du dossier de politiciens, parlons-en quand même. Il y en a un qui est le plus emblématique, le procès Kabila. Ma position, elle a été claire, là aussi. En dépit du fait que le régime du président Tshisekedi a poussé qu'on en arrive à cette condamnation, j'avais dit que la condamnation du président Kabila, dans le contexte actuel, renforçait
aggraver l'instabilité de la République démocratique. Parce que nous avons toujours estimé que pour la première fois, on met en cause un président de la République. Il aurait fallu qu'on organise un procès qui respecte tous les principes fondamentaux d'un procès juste et équitable. Et là, on n'a pas été en face d'un procès juste et équitable. Et donc, je considère personnellement que cette condamnation, au lieu de régler les problèmes, les a aggravés. Et je dis encore que pour un procès de ce niveau-là, il fallait avoir des preuves qui parlent d'elles-mêmes. Voyez-vous? Pas de preuves qu'on explique, des preuves qui parlent d'elles-mêmes. Qui soient irréfutables. Exactement, c'est le mot qu'il faut. Donc, voyez-vous, je suis un penseur libre. Donc, je ne suis pas lié à un homme, à un régime. Parce que les erreurs que le président Tshisekedi et son régime commettent aujourd'hui, ils n'auront pas toujours le pouvoir en tout temps pour les protéger. Ça veut dire, en d'autres termes, que le pouvoir a des pieds. Il marche. Nous les disions à l'époque du président Kabila, et aujourd'hui, le président Kabila est dans des problèmes. Parce qu'il avait tout simplement négligé de consolider la démocratie et l'état de droit. Parce que l'état de droit protège tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans une même situation où l'état de droit n'est pas renforcé. Et comme l'état de droit n'est pas renforcé, quand le président Tshisekedi et ses amis partiront au pouvoir, quelle va être l'attitude de ceux qui viendront après? Parce que de toutes les façons, on doit retenir qu'il y aura un après Félix Tshisekedi. Oui. Aujourd'hui ou plus tard, il y en aura. Le président Tshisekedi, un jour ou un autre, finira par partir. Et qu'est-ce qui va se passer après? C'est pour ça qu'il y a de l'intérêt à ce que pendant que vous êtes au pouvoir, vous puissiez consolider l'état de droit, avoir une justice indépendante, avoir les droits de l'homme qui fonctionnent. Parce que, en cas de problème, c'est cet même état de droit qui va vous offrir des garanties qui vous permettent de vous protéger. Un autre procès emblématique concernant les politiciens, le procès Matata. L'ancien Premier ministre a-t-il été condamné selon les règles, selon que le veut le droit? Il y a une chose que nous devons retenir. Et parmi ces choses, c'est d'éviter de dire que quand on a géré, qu'on ne rende pas de comptes. Quand on accepte de gérer les affaires publiques, on a l'obligation de rendre des comptes. Absolument. Et ça, il faut que chaque politicien, chaque mandataire se le mette en tête. Il ne faut pas que le jour où on vous demande des comptes, on puisse dire, oh non, il y a la communauté X qui se lève pour dire ne touchez pas au nôtre. Ne touchez pas à notre frère, ne touchez pas à notre sœur. Parce que quand vous avez accepté de gérer les affaires publiques, vous n'avez pas demandé l'autorisation de votre communauté. Vous avez pris cet engagement en tant qu'individu. Oui. Et donc, vous devez vous défendre en tant qu'individu. La première chose que j'ai reprochée à ce procès, c'est depuis que M. Matata était au Sénat. On ne peut pas accorder l'autorisation des poursuites pour toutes les affaires qui concernent le même individu. Si vous accordez sur une affaire X et qu'il y a une affaire Y qui surgit, il faut une autre autorisation. Parce que c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Parce que celui qui demande les poursuites doit venir se défendre. Ce n'est pas ce qui a été fait. Ce n'est pas ce qui a été fait. Vous savez, à l'époque, nous avions dit que la seule institution qui était compétente pour juger M. Matata, c'était la Cour constitutionnelle. Mais, vous voyez... Elle s'était effectivement déclarée... La Cour s'était déclarée incompétente avant de se rebiffer. Oui, mais c'est ça l'esprit mercantile de nos institutions. Voyez-vous, une cour et une haute cour, ça veut dire en d'autres termes qu'elle a des magistrats qui ont de l'expérience et qui maîtrisent les lois de la République. C'est va-et-vient entre la Cour constitutionnelle
et la Cour de cassation n'a pas du tout honoré, redoré les blasons ternis de la justice congolaise. Maintenant qu'ils sont revenus, ils sont revenus à la Cour constitutionnelle, je pense que M. Matata a joui de toutes les garanties qui sont imposées par la loi pour se défendre. Pour se défendre, pour apporter des éléments, et à l'issue de sa défense, la Cour en a décidé ainsi. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Pour vous, il a eu droit donc à un procès équitable. Ah oui, bien sûr, à moins qu'on les démontre autrement. Donc, dans cette péripétie de M. Matata, il y a eu des choses que j'ai dénoncées, il y a eu aussi des choses qui ont été corrigées. Merci bien. Pour aller dans la bonne direction. On va marquer une courte pause. On espère que celles et ceux qui nous regardent en ce moment passent un excellent moment de télé. On l'a dit à l'intro. Que s'est-il passé en décembre 2015 à l'île de Gorée? Le député Mike Moukeba était ici. Je ne vais pas le paraphraser. Je voulais suivre un extrait de ce qu'il a dit. Il a fait des révélations assez graves. On l'écoute et puis on revient avec maître Jean-Claude Katende, qui était une des pièces maîtresses de cette réunion qualifiée de subversive qui s'est tenue à Dakar, à l'île de Gorée. On regarde puis on revient. Mais je vais te dire de toi à moi. Oui. Mais Gorée était subversif par rapport à Nairobi. Gorée. À Gorée, il y a eu un module sur comment paralyser Kinshasa, amener Kinshasa à l'insurrection, qui a été présenté par... Oui, je le dis. Vous étiez là. J'étais là, témoin. Martin Fayulu était là. Mais c'était un module qui a été présenté par Wondo. Félix Jean-Jacques, Tshisekedi était là aussi. Il était là. Et je sais que les services de renseignement, à l'époque, étaient au courant qu'il y avait eu ces modules. Ces modules étaient si sensibles, parce qu'il y avait deux catégories à Gorée, au Sénégal, ceux qui étaient venus d'Europe, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Molendo Sakombi, tous les autres étaient venus d'Europe. Nous, on était partis de Kinshasa avec Akwama, Diongo, Fayulu. Nous, qui rentrions à Kinshasa, il nous a été recommandé de ne pas garder ces modules-là dans nos bagages. Nous l'avons laissé à Gorée. Il était si sensible que la recommandation était stricte et nous l'avons laissé à Gorée. Les services de renseignement de l'époque étaient au courant. Moi, journaliste, je savais comment fonctionnaient les services. Évidemment que des gens avaient alerté ici qu'il y avait des réunions subversives. Oui, c'était une réunion. Gorée était une réunion subversive. Et Nairobi? Je n'en sais rien, je n'ai pas vu. Quand on dit que c'était une messe noire... Non, moi, je ne parle pas de ce que j'ai vécu. Les gens me disent assemblés autour de fugitifs et condamnés. Non, ne m'amenez pas les gens qui prennent leurs fantasmes pour des réalités. Moi, je te parle de ce que j'ai vécu. Il y a eu un module présenté par Jean-Jacques Wondo qui était subversif. Okay? Et les services de renseignement, à l'époque, étaient au courant. Et ces modules-là avaient été développés, présentés aux participants à l'atelier de Gorée, au Sénégal. Nous sommes rentrés tranquilles ici. D'ailleurs, nous avons même reçu l'insigne honneur, le privilège d'organiser une conférence de restitution à Fatima à côté. Notre-Dame de Fatima. Bien, de retour à l'antenne. Vous étiez là. Au téléphone, vous m'aviez dit que vous aviez même été à l'origine de la réunion préparatoire qui s'est tenue non pas ici, mais à Bruxelles, en Belgique, avant de vous retrouver à l'île de Gorée. Dites-nous. Qu'est-ce qui s'est passé avant de commencer à rencontrer les vérités, les révélations faites par le député Mike? Eh bien, en fait, vous savez qu'en 2015, tout le monde était préoccupé par deux questions importantes. L'opposition comme la société civile, mais aussi les mouvements citoyens. La première question, la majorité au pouvoir voulait changer la Constitution pour permettre au président Kabila de briguer un autre mandat. C'était une grande préoccupation. Parce que elle voulait changer ou c'était des soupçons? Non, mais parce qu'il y a eu des discours dans ce sens.
Et il y a eu un retard dans l'organisation des élections. Comme c'est le cas maintenant. Non, mais aujourd'hui, on est en 2025, il y a encore 3 ans. Donc, il y a cet élément-là. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y avait pas de perspective. Il n'y avait pas, en fait, d'horizon pour l'organisation des élections. C'est comme ça. Par rapport à ces questions, les mouvements citoyens, Filimbi et Lucha, ont eu cette bonne idée de dire est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, les mouvements citoyens, la société civile, pour réfléchir comment faire en sorte que la Constitution ne soit pas visée, ne soit pas changée, et qu'on puisse organiser les élections dans les délais constitutionnels. Nous nous sommes retrouvés à Bruxelles, M. Floribert Anzoulouni, moi-même et d'autres collègues de Filimbi et Lucha, où nous avons réfléchi comment il fallait faire. Et plus tard, on a associé les politiciens. Et en décembre, nous avons eu la réunion de Gorée. La réunion de Gorée, la plupart des participants sont partis du Congo. Vous êtes venu de Bruxelles. Moi, je suis venu de Avec Anzoulouni. Non. Ouais. Je suis venu de Bruxelles. Bruxelles, je crois que ça devait être au mois de novembre. Et la réunion a eu lieu un mois après, c'est-à-dire en décembre. Moi, j'étais déjà ici à Kinshasa et je suis parti de Kinshasa pour le Sénégal. Avant de parler de l'objet de la réunion, qui l'a financé? Vous savez, à quel coût? Je ne peux pas vous dire le coût total de la réunion parce qu'il y a eu. Gorée, c'est quand même une cité de luxe touristique. Non, mais il faut comprendre que le Sénégal, c'est un pays ouvert qui comprend la lutte pour la démocratie et pour les droits de l'homme. Il y a eu parmi nous des gens qui se sont pris eux-mêmes en charge. Et d'autres qui ont été pris en charge par l'organisation. Il y a des noms qui sont cités. Et je peux vous dire que il y a eu beaucoup d'ONG internationales, dont certaines ont des sièges ici en République démocratique du Congo, qui ont financé cette activité. Certains y voyaient l'ombre soit des Mo Ibrahim ou des George Soros. Oui, mais des milliardaires réputés dans la déstabilisation des pays d'Afrique. Non, mais vous savez, c'est que les gens ont une mémoire courte. En 2007, nous avons eu la révision des contrats miniers ici. Une des organisations qui a financé ce processus-là, c'est Open Society. C'est Open Society, aussi ça. Qui recevait entre autres des fonds de l'homme dont vous parlez. Mais le gouvernement congolais de l'époque a accepté les financements de cette organisation. De quoi on parle? Là, on ne voulait pas déstabiliser le Congo. Peut-être les fonds qui seraient donnés pour la réunion de l'île de Gorée, ça c'était pour déstabiliser le Congo. Quel était l'objet de cette réunion? Non, attendez. Nous devons avoir une vue globale. Et ce qui manque à notre pays, c'est le fait que nous avons des hommes et des femmes extrêmement intelligents, mais qui ne sont pas sincères. Okay. En fait, qui sont faux avec eux-mêmes et avec les autres. En fait, des hommes et des femmes qui changent comme des joulettes en fonction de leurs intérêts. Et moi, je ne suis pas dans cette perspective parce que je sais qu'un mensonge, quand vous l'avez débuté, vous devez avoir la force de le protéger. La réunion. Quel était son objectif? La réunion, c'est comme j'ai dit, la réunion avait 2 objectifs. D'abord, fédérer la société civile et l'opposition politique. Et ça n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Les forces politiques se battaient d'un côté, la société civile et les mouvements citoyens d'un autre côté. Et la chose qui était difficile à faire, c'était de les mettre ensemble pour atteindre les mêmes objectifs. Vous êtes venu à la rescousse d'une opposition aux abois qui était totalement essoufflée.
Non, je pense que dans ce contexte-là, il était important que chacun apporte sa pierre. Et cette pierre, c'était pour faire quoi? Vous savez que la société civile a pour rôle, non pas de conquérir le pouvoir. La conquête du pouvoir fait partie des missions des partis politiques. Oui. Et en nous mettant ensemble, nous qui voulions participer à la gestion de la cité et ceux qui veulent conquérir le pouvoir, l'union n'était pas facile à faire. C'est pour ça que nous nous sommes dit, il faut qu'on identifie quels sont les sujets sur lesquels nous allons travailler ensemble. En fait, des sujets qui constituent la préoccupation de l'opposition, mais aussi de la société civile. Et nous en avions identifié 2, qui constituaient en fait le mandat du Front citoyen 2016 qui avait été mis en place à l'issue des travaux de l'île de Gorée. Première chose, il fallait empêcher la révision de la Constitution. Deuxième chose, il fallait militer pour que les élections soient organisées en 2016. La réunion de Gorée était-elle subversive? Mike Mukeba, qui a pris part, l'a affirmé ici, sans rire. Il l'a dit, mais il n'a pas démontré en quoi elle était subversive. Il a parlé des modules? Non. Dispensés les modules, par l'expert Jean-Jacques Ondo. À moins que notre opposition de l'époque ait eu une réunion à côté sans les organisations de la société civile. Monsieur Jean-Jacques Ondo nous a parlé de comment il faut résister de manière pacifique, parce que la ZADO, c'est une organisation qui milite pacifiquement, sans violence. L'UDPS, c'est un parti qui milite sans violence. Les mouvements citoyens militaient aussi sans violence. Donc, de par l'idéologie qui conduisait la plupart de nos organisations, vous pouvez prendre les partis politiques de M. Franck Djongo, c'était un parti politique qui était dans la non-violence. Donc, la majorité des participants étaient dans la non-violence. Mike, c'est assumé. Il dit, vous avez appris comment déstabiliser Kinshasa. J'ai même exagéré dans une question en lui demandant, vous aviez appris à mettre Kinshasa à feu et à sang. Non, c'est pas dans ce sens. Oui. Comment déstabiliser la stratégie du gouvernement qui tendait à renvoyer les élections pour permettre au président Kabila de rester en place et en même temps changer la Constitution. Pour résister, il fallait une stratégie. Mais c'était une stratégie non violente. Et la suite les démontre parce que, après, quand nous sommes rentrés à Kinshasa, les quelques manifestations que nous avons organisées, on n'a jamais utilisé la violence. On n'a jamais utilisé de cocktails Molotov. Mais pourquoi, pourquoi il vous a été conseillé de ne pas amener avec vous ces modules dans vos valises, dans vos bagages? C'était, en fait, avant d'en arriver là, je voudrais ajouter. Allez-y, s'il vous plaît. La réunion était, encadrée par les ballets citoyens et Y en a marre du Sénégal. Oui, ce sont des mouvements non violents. Donc les deux, vous avez vu le combat qu'ils ont mené au Burkina Faso, comme au Sénégal, ils n'ont jamais utilisé la violence. Si c'était dans cette perspective-là, ils ne seraient pas venus. Et quelles sont ces méthodes non violentes que vous avez apprises, vous? Mais les méthodes non violentes, c'est comment, par exemple... Parce que c'est quand vous revenez des Gorée qu'on a eu des Rossi Mukendi, des Thérèse Kapangala, que Kinshasa était totalement paralysé. Oui, mais les gens étaient déterminés à faire changer les choses. Kapangala n'a jamais utilisé la violence. Rossi Mukendi n'a jamais utilisé la violence. Toutes ces personnes qui ont perdu la vie dans ce combat n'ont jamais utilisé la violence. On n'a jamais attrapé un seul militant de la société civile ou des mouvements citoyens avec une arme. Les gens ont lutté avec leur corps, avec leur intelligence. Il n'y a aucune preuve dans la suite qui démontre ce que M. Mukebayi a dit ici. Les modules que vous aviez abandonnés? Non, il faut dire d'abord que parmi les politiciens, il y avait des traîtres. La consigne était donnée au départ que toutes les photos n'allaient pas être publiées. Que les photos seraient publiées à la fin de la réunion. Il y a eu des politiciens dont j'étais les noms ici,
qui ont envoyé des photos à l'ANR. Parce que quand vous regardez dans le rapport de l'ANR, il y a certaines photos de la réunion. Oui. Mais quand vous lisez le rapport lui-même, ils étaient hésitants de confirmer effectivement que la réunion était subversive. La réunion... En fait, M. Mike Moukebaye a utilisé tout simplement les expressions du pouvoir qui étaient en place, les expressions de l'ANR. Mais s'il n'y avait rien de subversif, pourquoi l'abbé Santini, qui était là avec vous, a été obligé de vite vous laisser revenir ici? Je continue en disant ceci. Vous avez suivi certaines des interventions de M. Moukebaye quand nous sommes rentrés au pays. Est-ce qu'il a eu un seul instant à dire qu'il était à une réunion subversive? Un seul instant. Pourquoi le dit-il aujourd'hui? Mais pourquoi il le dit aujourd'hui? C'est ça, en fait, je dirais, l'attitude un peu de l'homme politique congolais d'échanger en fonction des situations. Si vous travaillez sur base des principes, parce que M. Moukebaye, il est dans un parti non violent, mais s'il constate que la réunion à laquelle je participe, on nous apprend des méthodes violentes, pourquoi ne s'était-il pas retiré? Parce qu'il se montre un homme de conviction. Il est pour la non-violence. Il arrive dans une... Il essaie de faire le parallélisme avec Nairobi aujourd'hui. Quand on dit que Nairobi est une messe noire. On va arriver. Ouais. Mais s'il était un homme honnête, en ce moment-là, il se serait dit, monsieur, je rentre au Congo, je ne pouvais pas, en tant que quelqu'un qui fait le combat non-violent, venir participer à une réunion qui est subversive. C'est ça, être honnête avec soi-même. Il ne l'a jamais dit, il ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, pour les besoins de la cause, il emprunte le langage de l'ANR, ce qui est totalement dommage. Mais les modules, parce que l'ANR, quand vous lisez le rapport, avait besoin des preuves. Et ici, il ne s'agit pas du module donné par M. Jean-Jacques Kondo. C'était l'ensemble des modules. On ne voulait pas qu'au retour du Congo, qu'on trouve un document quelconque qui accréditerait la thèse de l'ANR. D'abord, nous étions là-bas parce qu'il n'avait aucune preuve à part les quelques photos. Il y avait des photos qui avaient fuité. Oui, des quelques photos qui étaient là-bas, étaient envoyées. Voyez-vous? Donc, c'était une consigne qui était donnée. Mais s'il n'y avait rien de grave, pourquoi vous avez refusé de ramener tous ces documents? Non, mais il ne fallait pas faciliter la tâche à l'adversaire. C'est effectivement ça. Et pour vous démontrer que nous étions convaincus que la cause pour laquelle nous étions là-bas est une cause noble, pas pour la société civile et l'opposition, mais pour le Congo. À la veille de notre voyage, j'ai donné une interview sur Top Congo où je disais que nous rentrerions par le vol de Askai, qui va arriver à Kinshasa à telle heure, et que donc nous n'avons pas peur, parce qu'il n'y a aucune preuve qui démontre que nous étions là-bas contre le pays. Nous avons travaillé pour le pays. Et quand nous sommes arrivés, malgré ce message donné sur Top Congo, l'ANR n'était pas là. Parce qu'il n'était pas convaincu. Il n'était pas convaincu que nous étions partis faire une mauvaise chose là-bas. Et l'ANR, à l'époque, avait des méthodes très agressives. Si vraiment la réunion était subversive, je suis sûr qu'en 2015, on nous arrêtait et on nous amenait à l'ANR. Nous sommes arrivés à l'aéroport. Votre retour, qu'est-ce qui s'est passé à votre retour? Rien du tout. À part une mauvaise médiatisation de la question pour montrer déjà ici, tous les médias, à l'opinion publique que voilà, nous étions... Répétez sans cesse que vous étiez dans une sorte de conjuration. Oui, nous étions... Mais pourquoi on ne nous a pas arrêtés? Pourquoi on ne nous a pas arrêtés? Parce qu'on a arrêté les gens à tour de bras. C'est parce qu'eux-mêmes étaient convaincus que ce n'était pas vrai. Alors, comparaison n'est pas raison. Mais pour nous fragiliser, pour nous mettre dans une situation de psychose, pour dire que nous ne puissions pas nous organiser pour faire face à ces deux questions. Voilà. Et nous, je peux vous dire, monsieur Jean-Pierre Kayembe, que nous avons milité pour que le Front citoyen soit dirigé par les mouvements citoyens et la société civile. Nous n'avons pas voulu qu'un poste quelconque de direction de ces mouvements soit pris par un politicien pour éviter la trahison, pour éviter la manipulation. Et nous avons tenu
jusqu'au jour où ils ont décidé, voyant que nous n'étions pas manipulables, jusqu'au jour où ils ont décidé d'aller à Genval pour créer le Rassemblement congolais. Et moi, je suis fier du combat que nous avons mené parce qu'il n'y a eu aucun politicien de l'opposition de l'époque qui avait le contrôle de nous. À aucun moment, vous n'aviez été manipulé. À aucun moment. Et je dois rappeler qu'à un certain moment, certains leaders de l'opposition voulaient que le Front citoyen facilite les négociations pour trouver un candidat unique de l'opposition. Nous avons dit non, et ça ne rentrait pas dans notre mandat. Et c'est là qu'ils ont pris mal la chose, parce qu'ils croyaient que nous allons nous impliquer. Nous sommes restés sur notre mandat. Non, révision de la Constitution et élection en 2016. Les autres questions partisanes, politiques, ils devaient les traiter eux-mêmes. Et vous allez voir que les rassemblements congolais, c'était à l'antipode du Front citoyen 2016. Ils ont pris tous les postes de direction du Rassemblement congolais entre politiciens sans société civile. Alors que le Front citoyen était totalement entre les mains de la société civile. Donc ils ont fait le contraire parce qu'ils se sont rendus compte à la fin que nous, on n'était pas manipulables, ni avec des propositions de postes, encore moins l'argent. Et à un moment donné, nous avons même refusé l'argent que certains politiciens voulaient nous donner sous la table. On a dit non. Et quand on dit que vous étiez plutôt à la solde des milliardaires, des bienfaiteurs, ceux qui en voulaient au régime et qui tenaient à tout prix, qui se servaient de votre crédibilité, de votre activisme sur le terrain pour faire mal au régime. Non, c'était tout à fait faux. Parce qu'il n'y a aucune question. Même ceux qui avaient l'argent au sein du Front citoyen 2016, ils ont vu que nous avons refusé un certain nombre de propositions. Parce que nous voulons démontrer aux politiciens congolais que nous étions matures et que nous comprenions la situation et que nous ne pouvions pas faire la même chose qu'eux. Pour nous, l'intégrité, la cohérence du combat et la transparence étaient des choses importantes. Et je pense que certains d'entre eux, s'ils avaient le courage de parler de nous positivement, je pense que les gens n'en reviendraient pas. Maintenant, on va dire, comparaison n'est pas raison. Mike en est arrivé là parce qu'il a vu, à son retour de Nairobi, l'opposant Seth Kikuni a été cravaté, conduit à destination inconnue, verbalisé avant d'être libéré en début de soirée. Ça s'est répété avec un autre, Théophile Bemba, le professeur, ancien ministre de l'ESU, qui a même été interpellé brièvement hier avant d'être relaxé. Mike estime que Gorée était plus subversif ou subversive que Nairobi, qui n'était qu'une réunion d'opposants. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je dis d'abord que Gorée n'était pas subversif. S'il était, M. Mike qui défend la non-violence, se serait soustrait de cette réunion. Il est resté jusqu'à la fin. Soit il est cohérent avec lui-même, ou il ne l'est pas. Et moi, j'ai des doutes sur des personnes qui ne sont pas cohérentes. Il faut rester cohérent. Même quand vous êtes dans le mal, au moins qu'on sente qu'il y a de l'intelligence, il y a de la cohérence. Moi, si quelqu'un m'invite à une réunion où on doit faire un coup d'État, je n'irai pas, par principe. Même si on me dit, c'est vous qu'on mettrait, c'est vous qu'on ferait, je n'irai pas, par principe, parce que j'ai ces soucis de rester cohérent avec moi-même. Parfois, on ne prévient pas, on l'apprend sur place. Oui, mais si tu es sur place, tu désistes, tu ne participes pas. C'est ça, en fait, la personnalité. Je ne peux pas subir les choses qui ne découlent pas de ma conviction. Et là, je suis catégorique. Et c'est pour ça que j'aime être un Congolais différent. Il en parle avec beaucoup de sérieux. Oui, mais il sait que vous étiez là, que vous viendrez le contredire. Oui, mais il le dit quand même. Oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je dis, vous pouvez demander à d'autres personnes qui étaient là. Je n'ai pas de respect pour des hommes qui changent des positions en fonction des intérêts. Moi, je parle sur base des convictions, sur base de principes. Donc, les principes que j'ai toujours défendus depuis le président Mobutu, ce sont les mêmes que je défends jusqu'à aujourd'hui. Vous n'aviez pas appris à mettre Kinshasa à feu et à sang? Pas du tout, mais à résister par des moyens démocratiques, par des marches. Comment nous comporter, par exemple, quand il y a des gaz lacrymogènes?
Ce sont ces genres de choses pratiques. À fabriquer des cocktails Molotov. Mais il aurait pu affronter les forces de sécurité, oui, par la résistance non violente. L'UDPS l'a fait pendant plusieurs années ici. Et j'en parle avec fierté parce que tout ce que M. Moukebayi a dit ici, c'est des fausses déclarations. Et je lui pose la question claire. Il est un homme non violent. Pourquoi, quand il s'est rendu compte que la réunion était subversive, ne s'est-il pas retiré pour respecter ses convictions? Il en veut pour preuve le module dispensé par Jean-Jacques Rondo. On en a déjà parlé. Mais on vous a même déconseillé de ne pas l'avoir dans vos affaires. Fort malheureusement, M. Jean-Jacques n'est pas là, mais je pense il suivra l'émission où il est. Oui, je pense que c'est un homme de paix. Il dira la même chose que moi. Maintenant, parce qu'on parle de Nairobi. Oui. Je dis d'abord que l'opposition a le droit de s'organiser. C'est son droit le plus légitime. De s'organiser au pays, de s'organiser à l'étranger. Il n'y a aucune loi de la République qui les défend. Mais la réunion de Nairobi a eu quelque chose de commun. C'est que la majorité des participants à cette réunion ont une certaine tolérance de ce que l'AFC et les M23 fait là-bas à l'est de notre pays. Soit ils ont une allégeance, soit ils ont une tolérance, soit ils partagent les objectifs, comme certains l'ont dit, les mêmes objectifs que l'AFC M23. C'est ça le problème. Ça déjà, c'est un élément que nous n'avions pas à l'île de Gorée. Il n'y avait pas de gens subversifs parmi nous. Ça, c'est clair. Maintenant, quand vous regardez, vous allez trop loin, d'abord cet élément doit vous alerter. Doit vous alerter. Pourquoi la plupart des gens qui étaient à Nairobi, je ne dirais pas soutiennent, mais ils ont une certaine tolérance de la prise d'armes par les M23 et de tous les saccages qui s'est fait à l'est de notre pays. Voilà la question. En tant qu'opposant, vous auriez souhaité qu'il fasse quoi? Parce qu'il y a un État qui est censé sécuriser, protéger l'intégrité du pays. Il fasse des déclarations de condamnation. Non, je ne parle pas de condamnation. Monsieur Kayembe, quand on est démocrate, on est dans le sang. On ne va pas faire les copinages avec les rebelles. Ça, c'est clair. Donc, il y a des gens qui n'ont pas su comment secouer le président Tshisekedi sur place, mais ils trouvent une consolation dans le fait que le M23, l'AFC, est arrivé pour un peu leur donner du tonus. Mais quand il y a des Congolais qui meurent, ce n'est pas dans l'intérêt de la République. Et je ne soutiendrai pas un Congolais qui prend les armes, qui tue ses propres compatriotes pour conquérir le pouvoir. Vous avez dit même ici que lors du procès, il n'y a pas eu des débats assez détaillés contre notamment l'ancien président. Ah oui, mais nous avons convenu à Sun City qu'il n'y ait plus de prise de pouvoir par les armes. C'est un principe. Et quand on est républicain, on le respecte. Et que ceux qui exercent le pouvoir le fassent dans le strict respect des lois de la République. C'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons. Moi, je n'approuve pas la manière dont le pays est géré par le président Tshisekedi. Et ici, on ne soutient pas non plus la rébellion. Oui, et donc, je n'ai pas d'autre voie que d'utiliser mon bic, d'utiliser ma tête pour me battre face à cette mauvaise gouvernance, en tant que républicain. Je ne veux pas soutenir un Congolais qui prend les armes contre son propre pays et, encore plus grave, accompagné par des forces étrangères. Ça, je ne soutiendrai pas. Maintenant, si à Nairobi, ils ont parlé de comment conquérir le pouvoir par, n'est-ce pas, par les voies démocratiques, pas de problème. Mais s'ils se sont convenus de renforcer
la prise de pouvoir par les armes, je dis tout simplement qu'ils ont raté l'occasion de démontrer aux Congolais qu'ils sont vraiment démocrates et qu'on peut leur faire confiance. Qu'est-ce que vous pensez du processus ou des processus de Washington, des Doha, parce qu'ils sont liés à la crise dans l'Est? Je pense que c'est quand même une situation complexe. Vous savez que j'étais parmi les rares Congolais qui ont condamné la main tendue en 2020 du président Tshisekedi au président Kagame. J'étais contre l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est. L'EAC. J'étais contre les accords de partenariat pour l'exploitation de l'or à l'est de notre pays. Avec le Rwanda. Avec le Rwanda. J'avais dit à l'époque que le président de la République ne comprenait pas la complexité de la situation à l'est. Les gens me disaient qu'il a plus d'informations que toi. Le temps a-t-il fini par vous donner raison? Effectivement, parce que la plupart de toutes ces initiatives n'ont pas apporté la paix que le président de la République recherchait. Et donc, nous nous trouvons dans une situation où nous sommes appelés à poursuivre les mêmes combats que nous avons menés sous le président Kabila pour l'amener à organiser les élections, c'est-à-dire par des moyens démocratiques. Le président Kabila n'est pas parti parce qu'il y a eu quelqu'un qui avait pris les armes contre lui. Nous avons exercé une pression démocratique sur lui et il était obligé, malgré le temps qui était dépassé, d'organiser les élections. C'est la même chose qu'on doit faire sous le président Tshisekedi. Quand il s'est murmure qu'il faut changer la Constitution, et d'ailleurs au Parlement, une loi a été déposée ou doit être déposée pour étendre ce mandat, étant donné qu'il y a eu la guerre, et ainsi de suite. Des projets portés par des cardinaux de la majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ma position reste la même. La Constitution va rester là. On ne l'a pas encore suffisamment expérimentée. Moi, je suis toujours étonné de voir que les gens qui étaient tout feu, tout flamme sous le président Kabila, que la Constitution ne soit pas changée, ne soit pas révisée, sont aujourd'hui les adeptes de changement ou de révision de la Constitution. Moi, ça m'écoeure de voir que les gens en font. Qu'est-ce qui a changé sous le président Kabila et sous le président Tshisekedi en ce qui concerne la Constitution? Pourquoi c'est au président Tshisekedi qu'on doit permettre de réviser la Constitution? Ce qu'on a refusé, c'est qu'on a refusé au président Kabila. Je reste droit dans mes bottes. La Constitution doit rester là. Si le président Tshisekedi va sur le fait de prolonger son mandat, nous savons qu'aujourd'hui, on ne peut pas organiser les élections avec une partie du pays qui est occupée, mais il faut que cette décision ne découle pas, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale ou du Congrès, mais que cette question découle d'un dialogue entre Congolais. D'un dialogue entre Congolais. À l'issue de ces dialogues-là, on se dise, les choses sont, nous allons vers la date butoir pour l'organisation des élections. Nous constatons tous que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que nous convenons ensemble de faire? Si le président Tshisekedi prend le raccourci va le rattraper. Mais la meilleure voie, c'est de se mettre autour de la table et de discuter maintenant, à 3 ans de l'échéance, de discuter de la question et de trouver des solutions qui puissent être acceptables pour tout le monde. Dans les contextes actuels, imposer des choses comme ils veulent le faire par la voie de l'Assemblée nationale, ce serait suicidaire. Ça va conduire le pays au mur. Une dernière question sur la situation à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe est parti, poussé à la sortie, il a démissionné. Maintenant, c'est un membre du gouvernement qui démissionne du gouvernement pour réintégrer. C'est raconte évidemment que l'intention, la mission est de faire de lui président de l'Assemblée nationale. Certains se posent la question, comment dans cette chambre, avec toutes les têtes qu'il y a, on n'a pas pu trouver l'oiseau rare? Il a donc fallu aller piocher au niveau du gouvernement. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette actualité. C'est
peut-être l'avant-dernière question de cette émission. On reviendra encore, si vous le souhaitez, sur d'autres thématiques dans d'autres circonstances. Monsieur Jean-Pierre Kayembe, je l'avais dit quelques jours après que M. Kamere soit parti de la présidence de l'Assemblée nationale qu'il fallait trouver quelqu'un du Grand Kivu. Pas forcément des Walungu, non, du Sud. Pour garder l'équilibre. Ouais. Ça pouvait être quelqu'un du Maniema, du Nord Kivu ou Ouais. du Sud Kivu. C'était ça, la voie de la sagesse. Les gens m'avaient insulté comme toujours, mais quand on est un leader, on doit toujours avoir plusieurs années d'avance par rapport à ses contemporains. Et je vois petit à petit, on va vers la proposition que j'avais faite. Ce qu'il faut retenir, c'est que M. Boge, est-ce qu'il n'est pas à la hauteur? C'est un député qui a accepté d'aller au gouvernement, qui rentre à l'Assemblée nationale. Il n'y a rien d'interdit par la loi. Un député a estimé que ce serait une insulte, une humiliation pour les 500 députés qui siègent là-bas, que d'aller en prendre un autre qui était au gouvernement. Non, mais ils ont les mêmes droits. Ils ont les mêmes droits. Ma réflexion va dans le sens encore des principes. Moi, je ne suis pas émotif. Moi, je vais dans le sens des principes. Boji est certes de Walungu, comme Kamere. Il a des relations de famille avec lui, même si par moment ça ne marche pas. Certains voient dans ce choix une façon de fragiliser la popularité, fragiliser Vital Kamere dans son fief. C'est encore des supputations. Des analyses. Encore des supputations, Ouais. mais il ne faut pas oublier qu'ils sont du même parti. Il y a aussi des gens au sein de l'Assemblée là-bas, des députés, qui ont voulu que ça soit quelqu'un du même parti que le président Kamere. Pourquoi on ne peut pas respecter aussi la volonté de ces gens-là? Bien. Quel est le mal qu'il y a en ce qu'on le fasse? Pour moi, les questions importantes sont à deux. La première, il faut trouver quelqu'un de la région, de la région. Du Grand Kivu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut trouver quelqu'un de compétent. Maintenant, je pose la question. Est-ce que M. Aimé est-il compétent ou pas? Est-ce qu'il a la carrure pour tenir l'Assemblée nationale ou pas? Que chacun réponde. Mais ma réponse à moi est oui. Il y a presque 2 ans, on a été obligé de passer par les primaires pour trouver le candidat de l'Union sacrée à ces élections. Le président disait en son temps qu'il laisse aux députés la liberté d'exercer, de s'exprimer librement. Ce sera-t-il encore le cas cette fois où l'ordre va être donné pour que Boji soit plutôt plébiscité? À la manière dont les choses évoluent, je pense que même s'il est seul, il y aura vote. Parce qu'aussi, il peut être seul et ne pas réunir la majorité pour devenir président de l'Assemblée nationale. Oui. Donc, je dis qu'il y aura vote à un moment ou à un autre. La fois passée, c'était par des primaires, mais on était dans un contexte où il y avait une grande compétition et aussi beaucoup de tensions. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Je pense que le vote nous dira si les députés sont d'accord pour M. Aimé ou ils ne sont pas d'accord. Il y a M. Willy Michik qui estimait hier soir sur Télé 50 que le choix de Boji marque la rupture au sein de l'Union sacrée. La fin de l'Union sacrée. La fin de la majorité parlementaire parce que beaucoup de députés ne seront pas d'accord avec lui. Et vous savez que M. Willy Michik a toujours des positions très isolées. Très isolées. Et controversées. On a fini pour aujourd'hui. Très isolées, donc il faut prendre sa déclaration avec réserve. Première émission chez nous, on estime que ce ne sera pas la dernière. Non, une question seulement de bien nous organiser. Je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour vous remercier pour le cadre. Et la chose la plus importante pour moi, c'était le respect de l'heure. J'ai trouvé votre équipe qui était déjà prête, vous-même vous étiez en place
Et j'aime les choses qui se font avec l'heure. Et je souhaite que vous puissiez continuer comme ça. Merci pour l'honneur. Les gens qui respectent l'heure, les jours où ils deviennent des responsables politiques, ils respecteront le programme du gouvernement, ils respecteront leurs engagements en termes de mandats. Et aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec le respect des programmes, le respect des mandats, des engagements, parce que d'abord, les gens sont incapables de respecter l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous d'être Continuez venu, comme ça. Maître Jean-Claude Katende. Ça a été une belle émission. Je l'espère que vous l'avez regardée avec délectation. Merci à vous tous pour le temps que vous avez pris à regarder ces numéros. L'émission avec le député Moukeba est en ligne. Vous pouvez aussi la regarder en podcast. On vous souhaite en tout cas une bonne suite de la journée. On vous retrouve en début de soirée avec Alain Bolodjoa pour une autre émission Coupé du souffle. Ne quittez pas. Salut. Merci.